Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Pierre Salmon, ancien doctorant puis docteur de l'université de Caen, et surtout maître de conférences en histoire contemporaine à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes également membre de l'IHMC. Pierre Salmon, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors nous vous recevons aujourd'hui pour parler d'un ouvrage tout récemment publié en avril 2024 aux éditions du Détour. Donc son titre, c'est « Un antifascisme de combat, armer l'Espagne révolutionnaire entre 1936 et 1939 », qui a d'ailleurs été préfacé par Nicolas Offenstadt. Alors ce livre, il est issu de votre thèse, et donc au cours de cet entretien, on va essayer à la fois d'aborder le passage de la thèse au livre, et puis bien sûr le contenu de celui-ci. Alors avant toute chose, pourquoi cet intérêt pour la guerre d'Espagne, plus précisément encore pour le trafic d'armes, et puis si vous pouviez revenir par la même occasion sur votre parcours universitaire. Merci pour cette présentation. Donc, je vais parler de ce sujet, du parcours ensuite. Ça a été une découverte assez fortuite puisque je suis allé dans les archives départementales du Calvados. Je m'intéressais à la période des années 30 et plus particulièrement au Front populaire. Et je suis tombé sur un carton, plutôt un dossier avec des navires chargés de centaines de tonnes d'obus à Honfleur. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai fait quelques lectures. Je me suis rendu compte que ça collait pas à ce que je pouvais lire dans les quelques ouvrages qui faisaient autorité sur la question, en tout cas en langue française. Donc j'ai tiré un fil. Le fil, ça a été le fil de mon master. Et par la suite, après ce master, j'ai passé les concours, j'ai fait un doctorat, toujours à Caen. Et donc, il s'agissait pour moi d'interroger l'attitude du gouvernement français face à ces flux d'armement. Et petit à petit, le sujet s'est élargi, et notamment pour interroger les attitudes, les comportements sociaux, et en faisant une histoire plus par le bas, celle des acteurs, des contrebandiers, des militants, et pas seulement une histoire, on y reviendra peut-être par le haut, celle du gouvernement qui ferme, ouvre sa frontière. Et on y reviendra, mais il y a quelques tensions en fait entre des décisions gouvernementales et la pratique. Tout ça m'a amené à me déplacer, évidemment. On reviendra, j'imagine, très rapidement sur les archives, mais pour consulter des sources un peu partout, parce que c'est un phénomène transnational, donc qui a laissé des traces un petit peu partout, et notamment avec des archives françaises, essentiellement espagnoles, mais aussi des archives situés en Angleterre, aux Pays-Bas, en Pologne ou autres, ce qui m'a aidé un petit peu à constituer, à reconstituer en fait le puzzle qui était un petit peu éparpillé. Donc vous avez tiré le fil des archives aux archives départementales du Calvados et ça vous a amené à traverser les Pyrénées et bien plus encore. Concrètement, sur quelles sources repose cette histoire que vous avez pu faire ? Et y a-t-il des égo-documents dans celui-ci ? Puisqu'il est, à mon avis, assez difficile de pouvoir faire l'histoire d'une activité plutôt illégale, du coup, la contrebande. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ah oui, effectivement, on pense d'abord et certainement aux documents qui ont été les plus mobilisés par l'historiographie, qui sont peut-être les plus accessibles, c'est ceux produits par les militants. À l'époque, déjà, dans la presse, on en parle, pour certains journaux, on documente cette pratique. Certains militants écrivent dans les journaux plutôt pour expliquer qu'ils ont transporté des armes. On a ensuite des témoignages qui ont été publiés, récoltés sur cette pratique. Il s'agissait après d'aller un petit peu plus loin, d'élargir avec d'autres sources, et notamment des sources écrites, qui étaient peut-être moins susceptibles d'avoir été déformées, quand bien même elles peuvent avoir des biais. Et je pense particulièrement aux archives de surveillance policière et militaire française pour ce livre, qui sont nombreuses pour documenter cette pratique, puisqu'on surveille, on réprime, il y a aussi des archives de justice, la contrebande d'armes. Alors, il y a des biais, évidemment. Il y a des biais, notamment ce regard policier porté sur le monde. On cherche une pratique illégale, on cherche à la réprimer, on va plus facilement surveiller des acteurs considérés comme transgressifs, étrangers, anarchistes. Ce travail aussi policier peut être bâclé, il peut être mal mené, comme n'importe quel autre travail d'ailleurs.
Et donc il a fallu recroiser ces archives policières entre elles, parce que tous les services de police et de militaires ne communiquent pas. Regarder avec des archives diplomatiques, et croiser aussi avec des archives qu'on pourrait considérer comme étant des archives administratives, celles de l'État républicain qui produit la documentation, ou des archives politiques produites à l'époque pour ces achats d'armes. C'est-à-dire qu'on dresse des listes, ce sont des documents qui ont souvent été détruits, mais pas toujours, mais on peut en retrouver quelques-uns avec ces achats, ces passages de frontières, soit dans les archives de police quand il y a eu saisie, soit après coup dans certaines fondations politiques situées ici ou là. Alors pour nos auditeurs, avant qu'on s'engage davantage dans votre sujet, est-ce qu'on pourrait résumer très rapidement ce qu'est la guerre d'Espagne, avec peut-être en prime une ou deux grandes références historiographiques? Alors cette guerre d'Espagne, elle commence en 1936, en juillet 1936, en raison d'un coup d'État. Un coup d'État qui est un semi-échec ou une semi-réussite selon le point de vue. On avait en Espagne une république depuis 1931 qui est un régime très fragile, avec une très très forte polarisation politique entre droite et gauche, et même à l'intérieur des droites et des gauches. À partir de 1935, même dès le début des 1931, mais surtout à partir de 1935, certains militaires et certains politiques de droite décident vraiment de passer une étape supérieure dans ce rejet de la République pour préparer un coup d'État. Ils vont préparer ce coup d'État en cherchant de l'armement, en trouvant des appuis, en développant en fait une trame conspirative, ça qui est bien documentée récemment, notamment par des chercheurs espagnols. Ce coup d'État, il est plusieurs fois reporté, c'est l'élection du Front Populaire en février 1936 qui décide vraiment les militaires, qui vont vraiment être ceux qui dirigent les opérations, assistés par des forces civiles, des partis politiques de droite et d'extrême droite espagnols, de le mettre en place. Et il va être plusieurs fois reporté, et c'est pas, comme on le lit souvent, l'assassinat de José Carlos Sotelo, un militant de droite monarchiste espagnol, qui, le 13 juillet, qui provoque ce coup d'État, mais vraiment cette préparation sur plusieurs mois, ça donne plutôt une justification, et la justification aussi, c'est de prévenir un coup d'État communiste, anarchiste en Espagne, ce qui est une construction en fait discursive et conspirative qui vient de la droite et de l'extrême droite espagnole. Bref, le 18 juillet, entre le 17 plutôt et le 19 juillet 1936, ces militaires décident de rompre la légalité républicaine, et ce qui provoque un effondrement pas total mais partiel de l'État républicain. Et dans différentes parties du pays, il y a aussi une révolution sociale qui émerge, parce que certaines forces ouvrières prolétariennes participent à la résistance au coup d'État. Et donc vont s'engouffrer dans cette brèche pour promouvoir une révolution sociale qui leur était chère. Donc on va se trouver dans une situation, surtout dans les premières semaines, vraiment instable, avec avec une avancée progressive des forces insurgées dans différentes villes, et puis ensuite avec des colonnes militaires. Et d'un autre côté, l'État républicain est pas totalement détruit, mais qui reprend un peu le contrôle, mais pas totalement. Et je pense à la Catalogne et à l'Aragon, où les forces révolutionnaires anarchistes sont les plus puissantes, les mieux installées, et là où il y a un État révolutionnaire qui, durant de nombreux mois, et j'en parle dans le livre, s'installe et même se déploie à l'étranger. Et je complète peut-être avec les références bibliographiques. Malheureusement, on compte pas de synthèse. Il y a eu quelques ouvrages collectifs sur la guerre d'Espagne, mais on compte pas vraiment de synthèse à une main, à deux mains pour cette question. Je pense quand même sur l'objet dont parle le livre aux travaux de François Gaudichaud. Hein. Je vais parler ici de références en langue française, ou alors un dossier qui avait été publié dans la revue 20e siècle en 2015, si ma mémoire est bonne, dossier dirigé par Charlotte Worms et Élodie Richard à propos de la République et de la guerre civile. Plus récemment, il y a eu un hors-série de l'histoire qui, lui, parle du franquisme et, sur un long terme, sur la guerre civile et sur les années de la dictature. Et alors, dans cette guerre d'Espagne, quelle est la position des pays étrangers, et notamment les voisins de l'Espagne? Alors, pas mal d'attentes, pas mal de surprises, même si on sait qu'il y a une instabilité politique, on a en avant qu'il y a quelques préparatifs, mais surtout de la torpeur. Parce qu'en Espagne, très rapidement, les images qui circulent, ce sont les images aussi de tueries qui sont avérées et qui sont nombreuses
de membres du clergé ou de certains notables. On exhume, il y a révolution sociale, ça accompagne aussi de nombreux excès. Et ces images sont diffusées à l'étranger. Et ça fait peur, cette révolution, ça fait peur. On a l'image, vous pensez aux bolcheviks avec le couteau entre les dents, là c'est la version espagnole si vous voulez. Et petit à petit, cette raison-là, et en plus l'instabilité internationale, l'alliance entre France et Angleterre, et aussi des peurs purement franco-françaises, décide la France à défendre un projet de non-intervention dans les affaires espagnoles. Alors au tout début, le gouvernement Léon Blum décide d'aider un petit peu, il va continuer à envoyer quelques avions civils des armées, pas d'armement, pas d'artillerie comme auraient voulu les républicains espagnols, mais plutôt ce gouvernement de Léon Blum va promouvoir une politique de non-intervention avec l'Angleterre, et ce plan de non-intervention, progressivement, jusqu'à la sortie de l'été, va être rejoint par différentes puissances européennes, 27 au total. Donc on se retrouve dans une situation où le gouvernement républicain, qui est un gouvernement légal, agressé, on le sait très rapidement avec l'aide de l'Allemagne et de l'Italie, entre autres choses, se retrouve isolé sur la scène internationale et doit se déployer pour se procurer les armements qui manquent à cet État républicain, parce que l'Espagne était un pays neutre, avait participé quand même à la guerre du Rif, mais ne disposait pas d'une armée moderne, en tout cas de matériel moderne, parce qu'elle avait beaucoup d'officiers, mais très peu d'avions, de chars ou de matériel pour conduire une guerre longue. Vous évoquez un peu les informations, cette question me vient. Est-ce qu'on, justement par exemple en France, est-ce qu'on sait bien ce qui se passe politiquement parlant, ou est-ce qu'il y a du flou, des manipulations, de la part des journaux, je veux dire, peut-être des mauvaises interprétations aussi de certains éléments? Alors, il y a différents canaux, qui ressortent, notamment la presse, tout d'abord. Les canaux de presse, et notamment la presse de droite, qui parle beaucoup de cette question et qui, Pierre Laborie l'a dit, développe une vision franco-française de la guerre civile espagnole. Pierre Laborie, c'est un historien qui parle de récupération ombilicale du conflit, c'est-à-dire que l'Espagne est une sorte de miroir qui rejoue les divisions intérieures françaises. Donc cette peur du rouge, du communiste dont je vous ai parlé, sert d'argument. On disait, regardez, aujourd'hui l'Espagne, demain la France. On écrit, on publie des documents pour prouver qu'il y a un vrai risque de contagion révolutionnaire. Ça passe par la presse, ça passe par des brochures, ça passe par le déplacement de certains journalistes d'extrême droite, surtout, qui vont en Espagne insurgés, militaires, bientôt franquistes, pour retrouver des documents de propagande et ensuite les publier à l'étranger. Pourquoi ? Parce que très rapidement, l'Espagne insurgée a compris l'importance de ce canal diplomatique et de presse pour jouer sur son image. Peut-être que la République espagnole a eu plus de retard. Elle s'en rend compte, mais elle n'a pas les moyens. On joue sur ces canaux de désinformation, pour publier un petit peu partout et convaincre et désolidariser de cette République espagnole. Donc on a une image en France et ailleurs, une image assez déformée de ce qui se passe, et surtout toujours un décalage par rapport à la situation réelle. Quand l'ordre, on va dire, républicain est rétabli, on n'en a pas tout de suite l'impression. Il faudra attendre 2-3 mois que les attachés militaires sur place, les diplomates sur place, les journalistes sur place en rendent compte et que ça puisse convaincre le gouvernement de changer ou pas d'ailleurs de posture. Et on parlait d'histoire par le bas tout à l'heure. Est-ce que c'est une vraie préoccupation pour la population française, si ce n'est une inquiétude ? Cette situation en Espagne, oui, on en parle beaucoup. Alors ça va décroître petit à petit au fil des mois, notamment en 1938. C'est plus une question aussi importante en dehors des cercles communistes et des cercles anarchistes en France et de quelques personnes selon leur sensibilité. Ça dépend aussi de la région, évidemment. Le sud-ouest français est beaucoup plus touché, et certaines régions où il y a une immigration espagnole également. Mais oui, c'est un drame français, cette guerre d'Espagne. Ça a été bien documenté depuis longtemps. C'est vraiment une affaire qui est récupérée, je le disais, avec la lecture de Pierre Laborie pour cette question des perceptions du conflit, mais qui donne lieu aussi à une mobilisation. Une mobilisation très importante, parce que je vous ai parlé avec la non-intervention d'attitude étatique, mais il y a aussi une mobilisation à l'étranger, une mobilisation militante donc, mais pas seulement, des personnes qui vont, avec ce conflit espagnol, s'engager, donner un petit peu de leur argent pour fournir une assistance humanitaire, envoyer des vivres, des médicaments, du lait concentré en Espagne, faire quelque chose, parce que
la République avait peut-être du retard, mais elle arrive à changer un petit peu le cours des événements et à donner, on a tous beaucoup d'images et à donner des informations et des images très très fortes, des bombardements notamment, des femmes et des enfants victimes du fascisme en Espagne, raison pour laquelle il faut assister cette République espagnole, et ça touche, hein, on a peut-être tous et toutes en tête ces images d'enfants tués sous les bombes en Espagne, et ça touche à cette époque, et même encore aujourd'hui on peut voir des fois certaines affiches remonter selon l'actualité, malheureusement toujours bien présente des guerres en Europe. Et alors vous parlez de cette assistance elle passe aussi, c'est le sujet de votre livre, par les armes. Vous titrez votre livre avec l'expression « un antifascisme de combat ». D'où vient cette expression ? Alors, antifascisme de combat, c'est vrai que Serge Volikov en parle, c'est une expression qui se montre plutôt en opposition au terme de pacifisme intégral. On oppose un peu les deux, si vous voulez. D'un côté, des pacifistes intégraux, ce sont ceux qui refusent la guerre et qui acceptent à peu près tout plutôt que la guerre. On parle des fois dans certaines brochures de la servitude plutôt que la guerre. Le souvenir de la Première Guerre mondiale a été traumatique en France. C'est une victoire, mais on peut se demander jusqu'où c'est une victoire quand on se rend compte du traumatisme pour la population. Autant auprès des anciens combattants que de la population en général. Antoine Pro l'a bien montré. Cette population, ces anciens combattants ne sont pas forcément ceux qui formeront le terreau d'un engagement fasciste ou d'une tentation fasciste en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi chez beaucoup d'entre eux un souvenir tout à fait traumatique de ce conflit. Et ça nourrit, pas toujours, mais ça nourrit en grande partie ce pacifisme intégral très présent à gauche et pas seulement. Certains peuvent avoir une ligne pacifiste, antimilitariste aussi, mais selon le développement des événements, en France ou ailleurs, changer de posture. Les événements politiques intérieurs ou internationaux ont cet avantage de changer les postures et les itinéraires. Il est intéressant quand on fait de la recherche de l'observer. Et certains vont revenir dessus pour développer un antifascisme de combat qui passe par plusieurs formes. Et d'ailleurs, certains sont parfois sur différents fronts de cet antifascisme de combat. On parle de l'assistance humanitaire, qui est déjà une forme d'engagement, la propagande, qui est une part très importante de l'engagement, la diffusion de l'information, la récolte et la diffusion de l'information, et les combats. On pense aux brigades internationales, évidemment. 30 à 35 000 personnes engagées dans les brigades internationales, sans compter les personnes qui s'engagent dans d'autres milices en Espagne, et on estime à peu près à 14 000 le nombre de départs de France. Vous me posiez la question tout à l'heure de savoir si cette affaire touche en France. Évidemment, elle touche. Et une autre forme de combat, certes beaucoup plus relatif en termes de personnes engagées, c'est la contrebande. Action illégale, action politique et action dangereuse aussi à pas mal d'égards. Alors justement, on fait un pas de plus vers cette histoire incarnée du trafic d'armes à destination de l'Espagne. Qui sont ces trafiquants ? Quelles sont leurs origines sociales ? De quel pays viennent-ils ? Est-ce qu'ils sont membres des brigades internationales ? Alors, il y a pas mal de profils qui se distinguent, mais il y a quand même des choses qui reviennent, notamment l'engagement militant, et cet engagement de très longue date. Le plus souvent, on a des personnes qui, déjà depuis les années 10 ou 20, sont engagées sur différents combats. Par exemple, pour les anarchistes en France, ceux qui avaient accueilli leurs camarades d'Espagne, qui avaient été en exil en France et qui étaient sous la menace d'une expulsion en Espagne et d'être jugés et peut-être même d'être exécutés pour certains d'entre eux. On pense aussi à Sacco et Vanzetti, un engagement au sein de comités de différentes actions contre la guerre, contre la dictature. Et on a aussi ce profil de cet engagement aussi illégal et clandestin pour certains, et certains ont été dans les milieux communistes des années 20. Il faut savoir que l'engagement communiste vraiment de masse en France, c'est vraiment la période du Front populaire. Avant, le Parti communiste reste un parti relativement petit, et surtout au début des années 20, certains chercheurs parlent de fonctionnement de secte pour faire face à la répression, un fonctionnement
avec si vous voulez, différentes cellules qui communiquent peu entre elles, ou en tout cas seulement par certains intermédiaires. Donc on peut avoir une expérience de l'illégalité, ou en tout cas de la répression. Et un mode d'action, on parle des fois de révolutionnaire professionnel, un mode d'action qui peut porter vers d'autres actions illégales, comme la contrebande, ou en tout cas qui peut expliquer qu'on ait moins peur de s'y engager. On a aussi évidemment différentes nationalités. On retrouve beaucoup d'acteurs espagnols ou d'Espagnols qui ont parfois certains vécu en France, sont revenus en Espagne dans les années 30 et reviennent en France pour y pratiquer la contrebande. Pourquoi ? Parce que j'y reviendrai peut-être après, parce qu'ils ont une connaissance de la langue, de la culture du pays qui va les transformer en intermédiaires incontournables. Enfin, il y a peut-être un autre facteur qui me semble important, c'est le cumul parfois de la contrebande et des brigades internationales. Il peut y avoir certaines personnes qui partent, qui vont en Espagne, qui prennent 3 fusils, qui le mettent dans le camion, qui vont s'engager, et puis voilà, pour eux, il faut un combat, il faut des armes, on y va, on donne de sa personne, on donne un peu de son argent pour acheter, et puis on se rend un peu dans l'improvisation, parfois totalement dans l'improvisation, ça se structure petit à petit, c'est pratique, pour assister les camarades en espagnol. Il y a vraiment une logique de solidarité internationale finalement. Les personnes qui s'engagent, ce sont celles qui avaient déjà éprouvé ces logiques de solidarité internationale, celle étudiée notamment par Nicolas Delalande. Après, il y a peut-être un dernier facteur qui me semble important, qui a été mis en avant par Edouard Sill pour l'engagement dans les brigades internationales, mais qui vaut aussi ici, c'est la disponibilité. Il s'est rendu compte, Edouard Sill, dans sa thèse, que beaucoup d'engagés avaient été aussi au chômage, étaient aussi disponibles. Donc on cherche une raison d'être, et on est surtout disponible pour le faire. Donc parfois des personnes qui n'ont pas forcément d'attache, qui peuvent être libres parce qu'elles ne sont pas engagées dans une pratique professionnelle, vont plutôt être disposés à s'engager dans ce genre de pratique. Et derrière ça, je pense aux travaux consacrés à la sociologie des mouvements sociaux qui montrent que c'est les acteurs disponibles, déjà engagés dans des réseaux de solidarité et sociaux, qui sont ceux qui sont le plus à même de s'engager dans une pratique ou dans une autre. Comment concrètement se passe cette contrebande ? Comment on fait pour passer des armes donc en Espagne de manière illégale ? Donc vous expliquez par exemple dans les brigades internationales certains qui peuvent emmener 3 fusils. J'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus importantes parfois et d'autres actes individuels un peu comme ceux-ci. Ouais, je compléterais. J'imagine que vous avez trouvé des liens avec, je sais pas, le milieu marseillais par exemple, des réseaux qui sont déjà bien établis et qui sont plus aguerris au trafic. Exactement. Cette question d'être aguerri m'amène au point de la structuration des efforts. Au départ, on est plutôt de l'improvisation. Même en partant d'Espagne, certains acteurs partent du territoire espagnol et se disent bon, il faut aller en France, il faut aller en Suisse, n'importe où, il faut trouver des armes, il faut qu'on puisse se défendre face à une agression fasciste. Et puis petit à petit, on se rend compte que la guerre va durer. Et si la guerre dure, il faut trouver des moyens de trouver plus d'armes, moins chères, des meilleures armes également. Et surtout, si possible, des armes un peu plus modernes pour mener un conflit de haute intensité, comme on dirait aujourd'hui. Le rôle qui va incomber aux Français va être d'abord de structurer des comités de soutien. Plusieurs comités qui se veulent unitaires sont fondés en France pour aider les camarades espagnols. Ces comités, ils ont un rôle humanitaire ouvert, affiché et de première importance. Et à côté de ce rôle humanitaire, on planque quelques armes sous les envois de médicaments, de lait condensé. Jean Métron l'expliquait déjà il y a déjà longtemps. On peut le retrouver d'ailleurs, pas mal de militants s'en cachent pas beaucoup. Donc c'est vraiment la structuration à travers des comités de soutien. Dans ce cadre, les militants français, anarchistes et d'autres communistes ne cachent pas leur manque d'expérience. Et manque d'expérience veut qu'on se repose sur des acteurs aguerris. Et la plupart du temps, ces acteurs aguerris sont des personnes qui ont déjà une pratique de l'illégalité. On pense à des proxénètes, à des trafiquants de stupéfiants, qui jouent un rôle fondamental dans l'assistance aux révolutionnaires espagnols,
leurs noms sont des goûts pour les Français et les Espagnols, mais il n'y a pas le choix. Il faut s'appuyer sur ces acteurs qui ont une expérience de la contrebande. Pour certains, c'est une pratique de tous les jours, la contrebande. Il y a des contrebandiers de métier dont le rôle est un jour de transporter des bas de soie, le lendemain du tabac, et peut-être avec ça quelques armes quand on nous le demande à l'occasion de la guerre d'Espagne. Après, petit à petit, je vais peut-être pas trop développer, mais il y a plusieurs moyens d'acheminer ces armes, notamment les passages par voie ferrée dans des valises. On récupère un colis, d'autres, je l'ai dit, avec l'assistance humanitaire, ou alors un système que j'ai revu à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui le Go Fast, c'est-à-dire qu'il y a une première voiture qui arrive, qui voit s'il y a un barrage de police, et une deuxième voiture avec des armements qui va forcer ce barrage, ou alors faire demi-tour et essayer de repasser à un autre endroit. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on peut observer dans les archives au moment de la guerre d'Espagne, même si la métaphore Go Fast est anachronique. Et d'ailleurs, on les voit, je me permets juste une question, on les voit parce que certains se sont fait arrêter en fait aussi, ce que vous disiez avec les archives policières. Tout à fait, c'est un peu le problème de ces archives policières qu'il faut ensuite recroiser avec des témoignages, c'est qu'on a souvent, c'est une question de la criminologie en général, c'est la question du chiffre noir. On a le chiffre noir, c'est la partie non comptée des délits. Donc nous, on va avoir les personnes arrêtées. On peut penser que les personnes arrêtées sont aussi les personnes les moins compétentes. Elles n'ont pas réussi à échapper au barrage de police. Elles ne profitent pas de complicité chez des douaniers qui auraient expliqué qu'il faut passer plutôt par un deuxième itinéraire pour éviter le contrôle. Donc on a finalement tous les contrebandiers les moins futés, on pourrait dire, qu'on peut retrouver dans les archives. Mais quand même, il y a un effet de cumulation dans les pratiques, dans les arrestations, et puis surtout un contrôle très important, très fort. Les mailles du contrôle sont très resserrées. Pendant très longtemps, il y aura d'abord une politique de non-intervention et avec un contrôle aux frontières, notamment frontières pyrénéennes. Et après, un relâchement, on parle de non-intervention relâchée de ce contrôle, mais même quand le relâchement a lieu, ce n'est pas pour laisser passer des armes du marché noir mises dans le coffre d'une voiture ou dans une valise, mais seulement pour laisser passer des flux de plus grande envergure qui viennent d'États comme surtout l'Union soviétique, mais d'autres États comme la Pologne ou les pays baltes, avec des cargaisons qui arrivent sous couverture légale, c'est-à-dire qu'il y a une licence d'exportation qui explique que c'est officiellement destiné à la Grèce ou au Mexique. Il y a des structurations financières, des montages financiers assez complexes qui font que l'État, même quand il relâche ce contrôle, il ne le fait jamais sans abandonner totalement les cadres de la légalité, contrairement aux anarchistes étudiés dans cet ouvrage. Alors, est-ce que parmi tous ces acteurs, vous rencontrez tout de même quelques figures féminines qui, un peu à l'instar des résistantes, seraient plutôt dévouées à des actions que limiteraient les assignations traditionnelles de genre? Et est-ce que dans un processus assez classique, ces figures féminines sont fantasmées? Oui, tout à fait. Il y a un problème. Le problème est de trouver des femmes dans les archives qui sont peu visibles, qui sont invisibilisées parce que il y a des biais de genre qui sont très très forts. La contrebande, c'est d'abord une pratique politique. Et les pratiques politiques, Mercedes Yusta le montrait très bien pour le maquis antifranquiste, donnent lieu à des constructions du récit d'hommes sur des hommes, pratique d'hommes si vous voulez, un engagement illégal. Et on le voit aussi pour la résistance d'ailleurs. Rita Thalmann l'avait montré, la sous-estimation des femmes résistantes dans l'historiographie, parce que déjà dans les témoignages, donc on a un peu des biais qui se rejouent à différentes échelles. Autre chose, c'est aussi une pratique illégale, et c'est aussi, notamment dans les passages frontaliers aux Pyrénées et ailleurs, un exploit sportif. On se rend compte qu'il y a différentes revues comme les détectives, par exemple, qui vont parler des contrebandiers qui passent la frontière dans les Alpes dans les années 20. Je pense à un article en particulier, et puis il explique, l'auteur de l'article, il dit, ben voilà, on retrouve ces hommes au regard droit avec leurs longs canons brillants, donc là on a presque une métaphore intéressante sur ces hommes, et vraiment il décrit une pratique totalement masculine, d'hommes qui passent l'école à 2 à 3 000 mètres d'altitude. Donc on imagine mal, pour ce journaliste et beaucoup de personnes à l'époque, des femmes dans ce rôle. Donc ces biais de genre vont invisibiliser les femmes dans les sources,
Ensuite, l'enjeu va être de retrouver ces femmes dans les sources et aussi de s'interroger sur les femmes qui vont être visibles. Parce qu'il y a des femmes quand même visibles dans les sources et ce sont celles qui sont déjà considérées comme transgressives. Des anarchistes, des prostituées, des femmes de cabaret. Et donc le rôle ensuite de l'historienne ou de l'historien est plutôt de s'interroger sur cette part de femmes arrêtées, jugées, si ce n'est pas seulement la face émergée d'un iceberg beaucoup plus important. Et en regardant bien entre les lignes, on se rend compte à quelques étapes que certaines femmes sont bien là, mais dont le rôle est vraiment euphémisé. Donc il faut faire tout un travail pour les remettre à la surface. Et à ce propos, est-ce qu'il y a des actions de couple, justement? Oui, quelques couples s'engagent. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément propre à la contrebande, parce que l'engagement des femmes dans les brigades internationales et dans les milices, c'est souvent un engagement de couple. Hein, on retrouve souvent je pense par exemple à l'ouvrage de Mica Echeverri, un super ouvrage sur l'engagement en tant que milicienne en Espagne. Elle dirige une milice du POUM, elle a un rang d'officier, hein, pendant longtemps d'ailleurs, même pendant une époque où il est interdit aux femmes de porter les armes. Au départ, on a toute l'image des miliciennes en Espagne, mais dès la mi-octobre, les miliciennes, on leur interdit de porter les armes. On leur dit de revenir sur sur des rôles, assignés à des fonctions de genre, d'assistance humanitaire, en tant qu'infirmière, et j'en passe. Et ces départs sont souvent des départs en couple. Il y a toujours cette question de disponibilité, hein. Rares sont les femmes qui s'engagent seules, même si on retrouve quand même quelques départs de femmes isolées et aussi quelques contrebandières plus isolées sur le front espagnol. Je trouve qu'une des grandes réussites de votre ouvrage, c'était d'approcher vraiment les acteurs par le bas, et puis on a pu le voir déjà pendant cet entretien. Est-ce que vous nous décririez peut-être 2 trajectoires d'un homme et d'une femme dans ce travail que vous avez pu mener? Oui, bien sûr. Alors, ça me semble important d'essayer d'écrire cette histoire par le bas. Je pense qu'il faut tout, mais je l'avais dit au début de l'entretien, ça permet de nuancer un peu certaines impressions qu'on peut avoir par le haut. Et les trajectoires individuelles sont toujours beaucoup plus complexes. Donc, après, il s'agit de remettre un peu de l'ordre dans tout ça, mais évidemment, ces trajectoires individuelles nous racontent une autre histoire de cette guerre d'Espagne. En l'occurrence, peut-être je peux parler de 2 personnes. D'abord, une femme, Pierrette Perceval, née en 1913, elle est prostituée, fille de prostituée. Elle est plusieurs fois arrêtée pour ses pratiques prostitutionnelles. Elle a aussi été mêlée à des braquages de banque au début des années 30, proche du PCF. Elle part justement, elle fait de la contrebande avec son mari qui est militant PCF dans le sud-est de la France. Donc c'est une trajectoire assez spécifique qui ne est peut-être pas celle qu'on a l'habitude de lire dans les grands récits d'engagement, y compris des engagements de femmes, dans les engagements transnationaux, militants, antifascistes de l'époque. Autre cas, je peux parler d'un homme, Facundo Roca, dont je parle dans l'ouvrage, qui me semble très illustratif de beaucoup de pratiques. C'est un exemple utile, Facundo Roca, parce que on a déjà une carrière qui est une carrière migratoire. Il arrive en France à 17 ans, il s'engage comme maçon dans la région lyonnaise, et très vite, il est proche de certains milieux qui sont entre des milieux communistes et anarchisants, comme on peut en trouver dans les années 20 en France. Après, il se rapproche des cercles unionistes, et en 1931, en raison de ses activités politiques, il est expulsé, mi-juillet 1931, il est expulsé en Espagne. Il continue le combat en Espagne, et notamment auprès de certains groupes vraiment très radicaux dans les cercles anarchistes. Et il arrive en Espagne avec un certain capital symbolique, un capital politique, un capital culturel aussi de ce qu'il a appris en France, si bien que quand la révolution espagnole éclate et quand le besoin d'armes se fait sentir, il est nommé à la tête d'une délégation intersyndicale, interpartiste, pour aller chercher des armes en France. Donc il est délégué sur ses achats d'armes, mais pas seulement. Il est aussi délégué sur d'autres fronts, l'accueil des enfants réfugiés en France, toujours pour les anarchistes. Il finit par abandonner cette activité de contrebande d'armes, et puis il va travailler dans des cercles plus légaux, ceux de l'ambassade républicaine espagnole, pour l'accueil des réfugiés, des enfants réfugiés.
sans abandonner d'autres combats, notamment l'espionnage. Il est proche de certains milieux d'espionnage anarchiste. Il faut savoir que le contre-espionnage et l'espionnage anarchiste sont assez efficaces et assez importants en France. Ou alors ceux des milieux de la propagande. Donc il est un peu sur tous les fronts. Je signale à ce titre que les militants sont peu nombreux, finalement, à s'engager dans la contrebande et s'épuisent littéralement à la tâche. Donc hiérarchisent aussi les combats qui leur semblent le plus importants. C'est peut-être la raison pour laquelle la contrebande va décroître petit à petit au fil des mois du conflit. On voit cette importance de retracer les trajectoires pour comprendre un peu certaines actions, justement, au moment qu'on étudie, de comprendre tout ce qui s'est passé avant, pour chaque individu. Et justement, en parlant de trajectoire, ce que j'ai trouvé passionnant dans votre ouvrage, c'est que vous faites une histoire transnationale. Moi, je trouve ça très difficile à faire. C'est une histoire qui décloisonne. Alors, est-ce que vous avez pu, à partir des réseaux que vous avez reconstitués, retracer la trajectoire d'une cargaison d'armes depuis son point de départ jusqu'à sa destination finale ? Oui, effectivement, c'était possible dans certains cas, pas toujours, même si la difficulté propre à ces missions fait qu'on produit beaucoup de documentation. On s'interroge, on part en délégation, donc on renvoie des lettres, on dit qu'on ne trouve pas les armes, donc il faut changer, il faut aller de ville, des fois changer de pays, on quitte Paris pour aller en Belgique ou pour aller en Suisse. Donc tout ça produit de l'information qu'on peut retrouver après, ou information qui a été captée par les services de police. Donc pour ces raisons-là, on peut retracer en fait un fil de la contrebande partant d'Espagne. Et en allant dans les différentes régions de production d'armes. Donc Paris et la France en général n'est pas toujours une bonne place, parce qu'on trouve des soutiens politiques et une mobilisation antifasciste très importante, mais l'armement léger coûte cher et il est de mauvaise qualité. Il faut aller plutôt en Belgique et en Suisse, parce que la Suisse, toutes les personnes sont réservistes, ont une arme chez elles, et en plus la proximité avec l'Allemagne facilite aussi certains achats d'armement, et l'Italie d'ailleurs. Donc on va en Suisse, on va en Belgique pour trouver ces armements, et puis ensuite on revient, on se fait parfois arrêter à ces frontières, la franco-suisse et franco-belge, puis après l'autre grand danger est le passage de cette frontière pyrénéenne, où après on redistribue ces armes, on a pu le retrouver dans certains cas, à des milices et à des colonnes, ce qu'on appelle des colonnes antifascistes, différentes colonnes anarchistes, qui sont pas toujours militarisées, c'est-à-dire que elles ne sont pas réintégrées au sein de l'armée républicaine espagnole. C'est un enjeu qui se prête souvent à des mobilisations populaires très fortes pour résister à une agression. Si je peux me permettre de faire un parallèle, quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu énormément, et d'ailleurs dès 2014 et ensuite en 2022, la formation de différentes milices qui se sont auto-organisées, qui ont assisté sur différentes tâches, avant de réintégrer progressivement l'armée ukrainienne. C'est la même chose qui se passe ici, et l'enjeu pour les anarchistes est de les armer, donc on peut retrouver des fois même quelles armes ont été livrées à quelle colonne anarchiste, qui les a achetées. Alors c'est rare qu'on ait l'opération du début à la fin, mais dans certains cas ça peut arriver, et ça arrive dans les cas qui sont les plus problématiques, ou qui donnent lieu à des jugements, à des épurations, là où on doit rendre des comptes finalement. Et est-ce qu'il arrive que des cargaisons finissent dans les mains du camp adverse ? Oui, ça arrive. Certes, et notamment au début du conflit, plus au début du conflit pour plusieurs raisons, parce que aussi bien l'État républicain qui va acheter des armes un peu partout auprès de stocks d'armement de certains pays, que des groupes politiques anarchistes, et pas seulement d'ailleurs, vont devoir nouer des collaborations avec des acteurs dont ils étaient très éloignés. Et au début, certains acteurs, ils lisent la panique, l'urgence, et en profitent pour détourner les armements et parfois même les livrer au camp insurgé militaire. Et petit à petit, on se rend compte que cette guerre d'Espagne, elle va durer, et que les besoins, ils sont durables. Et la République espagnole, c'est la 5e réserve d'or mondiale au début du conflit. 700 millions de dollars qui sont dépensés, et majoritairement dans des achats d'armement. Donc, quand on est un trafiquant d'armes et qu'on a envie de gagner de l'argent, on n'a pas vraiment intérêt à être déloyal envers la République espagnole. Donc même s'il y a eu quelques mauvaises affaires qui coûteront cher d'ailleurs à la République espagnole, aussi bien économiquement que militairement, on a tout intérêt à travailler avec eux en harmonie. Et même si cette alliance donne lieu à des mauvaises anecdotes, et les militants d'ailleurs après coup dans leur mémoire en parleront,
ça fonctionne. Et pourquoi on se rend compte que ça fonctionne? Parce qu'on se rend compte que ce sont les mêmes acteurs qui, 2-3 mois après, 5 mois après, continuent à collaborer ensemble. Donc, alliance désagréable, mais alliance efficace. Et alors, que deviennent ces acteurs à l'heure où donc, se termine la guerre d'Espagne et se profile la Seconde Guerre mondiale, et puis peut-être même au-delà? Alors, il y a plusieurs types de trajectoires. Déjà, pour les Espagnols, ceux qui n'ont pas été internés en Espagne, exécutés, internés en France ensuite, le choix est de continuer le combat. Pour eux, la guerre avait déjà commencé et elle continue avec l'entrée en guerre de l'Allemagne nazie contre la France. Donc, il y a une vraie continuité et certains chercheurs espagnols parlent même de matrice espagnole, en insistant sur le rôle de ces premiers combattants communistes et autres dans cette résistance antifasciste européenne sur la longue durée, jusqu'au milieu des années 40. Donc une vraie continuité de ce point de vue-là. Pour des militants français aussi, beaucoup continuent à s'engager. Certains ne vont pas s'engager d'ailleurs, et c'est le cas de pas mal d'acteurs libertaires et anarchistes. Alors on peut s'interroger sur le pourquoi. Il y a une raison claire, certains sont internés. D'autres se savent surveiller. Donc il est difficile quand pendant 20-30 ans on a été surveillé, arrêté par la police, de s'engager pleinement quand on court le risque d'un internement et sinon plus. Et pour d'autres, il y a peut-être un autre argument supplémentaire qu'on peut lire, c'est le retrait. C'est le choix de se dire qu'il y a une guerre impérialiste, et que cette guerre impérialiste, contrairement à la guerre d'Espagne où il y avait une révolution sociale à l'œuvre, pour certains militants français anarchistes, c'est pas leur guerre. Donc ils vont pas s'engager dans ce conflit-là. Ils se mettent en retrait pendant le conflit, ce qui explique peut-être qu'il faudrait pas faire une généralisation à tous les militants. Certains s'engagent, certains sont déportés. Certains dont je parle dans l'ouvrage sont déportés, arrêtés, meurent en déportation ou après, peu de temps après, parce qu'ils sont malades. Mais il y a ce choix du retrait qui est quand même assez conséquent et en tout cas qui est perceptible dans certaines carrières, qui expliquerait peut-être que en sortie de conflit, contrairement aux communistes et d'autres, les anarchistes, qui étaient déjà bien moins nombreux, ont du mal à retrouver du souffle militant et de l'élan dans les combats de l'après-guerre et surtout à retrouver du crédit dans ces combats d'après-guerre. Alors vous l'aurez compris, on ne peut que vous encourager à lire l'ouvrage de Pierre Salmon. En attendant, est-ce que vous avez d'autres projets de recherche ? Alors évidemment, des projets de recherche, d'abord, pas trop en dire, mais on est plusieurs à travailler sur la synthèse de cette guerre d'Espagne. Mais les projets de recherche plus personnels concernent surtout le trafic d'armes. Je vous disais au début de l'entretien, j'étais plutôt sur l'attitude gouvernementale. Intervention, non-intervention, contrôle, régulation des flux. Et cette thèse m'a vraiment donné envie d'interroger les trajectoires personnelles, y compris les trajectoires de ces trafiquants d'armes. Pourquoi ? Parce que je l'ai interrogé à travers un conflit, ici, et je me suis rendu compte qu'il y a un avant et un après. Et ce faisant, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient présentes, et notamment dans le trafic international, dans tous les conflits, et que ces personnes se connaissaient. Et l'objectif est de faire une histoire sociale de cet international, comme on les appelle, de cet international du trafic d'armes, de cet international des munitionnaires. Voilà pour la représentation négative, mais ces personnes, ce sont des acteurs capitalistes, des diplomates, des militaires, et mon objectif est d'en faire l'histoire pour faire une autre histoire aussi de ce XXe siècle et de tous ces conflits. Bien, merci Pierre Salmon pour toutes ces munitions intellectuelles, si je peux me permettre. Merci. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.